Dans quelques heures aura lieu la 40e édition de WrestleMania, qui se poursuivra et se terminera le lendemain. À cette occasion, je vous propose de revenir sur l'histoire de cet événement, de ces 39 précédentes éditions. Et je précise qu'il y aura beaucoup de voix off dans cette vidéo, parce que, comme vous le voyez, j'ai de moins en moins de lumière. Je commence à pourrir dans cette cave. C'est parti. Pour parler de son histoire, on va devoir évoquer sa création, ses origines. Fondée en 1948, la National Alliance Wrestling, ou NWA, était une coalition de différentes promotions de catch à travers les États-Unis. Son but était de coordonner les activités des différentes promotions et de maintenir un système de champions unifié. Donc chaque promotion aurait ses champions, mais il y aurait un grand champion de tout le catch. Pour vite fait comparer, c'est comme si de nos jours... C'est comme si on avait le champion AEW, le champion WWE, mais aussi un champion NWA qui serait supérieur au champion AEW et WWE, et qui irait dans les deux compagnies. Mais bon, en 1952, l'un des concurrents majeurs de la NWA va naître sous le nom de Capital Wrestling Company, et est fondé par Vincent James McMahon, mieux connu sous le nom de Vince McMahon Sr. Ce monsieur débute en tant qu'annonceur et commentateur à la radio, mais il voulait plus. Donc il a décidé de former la CWC, qui deviendra plus tard la WWF, World Wide Wrestling Federation. Il donne l'entreprise à son fils Vincent Kennedy McMahon, ou Vince McMahon Jr. Pour le bien de notre récit, on l'appellera Vince McMahon ou Junior. Son père, on l'appellera Senior. Donc en 1971, c'est Junior qui hérite de l'entreprise, même si le père a toujours un énorme regard dessus. Mais les deux ont des visions assez différentes. Junior veut renouveler le genre, devenir mondial et surtout faire partie de la pop culture, être accessible à tout le monde. On voit cette volonté de plaire à tout le monde et de changement en 1979 lorsque Junior renomme la compagnie World Wrestling Federation. Et en effet, WWF, ça s'enchaîne mieux que WWF. Le père, quant à lui, veut vraiment que le catch reste du catch. Il ne veut pas mélanger les univers. Par exemple, en 1982, Hulk Hogan, star de la WWF, joue dans Rocky 3. Et Senior n'aime pas ça, il veut le virer. Le mec ne veut vraiment pas qu'on mélange cinéma et catch. Et il fait promettre à son fils qu'il ne fera pas du catch une entreprise grand public. Senior décède en mai 1984 et comme c'est un homme de parole, moins d'un an plus tard, en mars 1985, a lieu WrestleMania. Un show énorme qui se veut être le Super Bowl du catch. Des milliers de places au Madison Square Garden, diffusé en direct dans des cinémas devant plus d'1 million de fans. La vedette est Hulk Hogan, mais il y a aussi des stars de la pop culture comme Cyndi Lauper, Muhammad Ali ou Mr. T, qui participent même au dernier match de la soirée. Bref, c'est un carton plein, et quand quelque chose fonctionne, il y a forcément une suite. Un an plus tard sort WrestleMania 2. Cette deuxième édition a comme particularité qu'elle a lieu dans 3 stades différents. Seulement c'est un raté, qui dit 3 stades différents dit divertissement divisé en 3 par stade, donc les gens sur place ne sont pas contents. La même erreur ne sera pas reproduite pour l'année d'après, et McMahon nous propose l'une des éditions les plus classiques de l'histoire du catch, WrestleMania 3. Un show qui accueille presque 100 000 personnes pour cette affiche incroyable entre Hulk Hogan et André le Géant dans une des scènes les plus iconiques du catch. C'est aussi avec cette édition où le in-ring sera plus valorisé par rapport au star power des stars de la pop culture. Je veux dire, il y aura toujours des stars, d'ailleurs c'est toujours le cas de nos jours, mais ce n'est pas l'attrait principal, et c'est d'ailleurs lors de ce show qu'a introduit le principe de pay-per-view. Comme son nom l'indique, il faut payer pour regarder. Le show est diffusé à la télé, mais si tu veux le voir, il faut payer. Et à l'époque, c'était genre 60 balles, je crois. Jusque là, en plus, chaque édition a sa petite particularité. La première, ce sont les débuts, la deuxième se déroule dans 3 villes, la troisième, c'est un gros stade, et la quatrième voit quasiment... pendant tout le show, en fait, un tournoi pour couronner le nouveau champion. D'ailleurs, les 4e et 5e éditions ont comme particularité d'avoir lieu dans le même stade, seule fois où 2 WrestleMania consécutifs auront lieu dans le même. Et pas n'importe lequel, le Trump Plaza, le stade de Donald Trump, ami de Vince McMahon, qui le reprouvera en 2007. Cette 5e édition met en avant l'équipe des Mega Powers qui explose.
Une équipe composée de deux grosses stars, Hulk Hogan et Randy Savage, qui explosent. Les deux s'affrontent et à ce moment, c'est la première fois où une grosse équipe se sépare pour s'affronter. Comme le dit si bien Christophe Ajus, cette génération a eu le Mega Powers Explode et nous aurions dû avoir le Shield Explode, vraiment. Une vraie honte que nous n'ayons pas eu ce match à WrestleMania. WrestleMania 6 voit le match super important de la soirée qui oppose le champion du monde Hulk Hogan face à l'Ultimate Warrior, champion intercontinental, deuxième titre le plus important. Les deux plus grosses stars avec les deux plus gros titres s'affrontent dans un match à unification. S'enchaînent donc par la suite les 7, 8 et 9. Je n'ai rien de spécial à dire même si de grosses choses s'y passent comme Hogan vs Flair ou le premier match à Mania de l'Undertaker. Et si je commence à décortiquer chaque match de chaque Mania, on n'est pas sorti de l'auberge. En 1993, il y a le fameux procès des stéroïdes. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, Vince McMahon est accusé de faire circuler des stéroïdes à ses talents. Il finira par remporter ce procès, mais en précaution, il va tout de même faire le ménage dans les catcheurs typés bodybuilder et commencer à mettre en avant des catcheurs plus légers. Avec l'avènement de catcheurs comme Bret Hart et Shawn Michaels, c'est la New Era. WrestleMania 10, le premier de cette New Era, sera l'un des premiers à mettre en avant des concepts toujours utilisés de nos jours, comme la rencontre avec les fans ou le ladder match, ici pour le titre intercontinental, ou encore un match frère contre frère. Trois concepts qu'on retrouve d'ailleurs cette année. Sans oublier que c'est un show qui se termine par le sacre de cette nouvelle grande star de cette génération. Bret Hart représente un renouveau, et d'ailleurs il remporte 2 matchs. Et encore à Mania 30 avec un Daniel Bryan qui remporte ces 2 matchs. Est-ce que ça signifie que c'est forcément la fin qu'on aura à Mania 40 Parce que Cody il a 2 matchs hein. Bryan et Bret Hart ont quand même gagné lors de matchs. Est-ce que ça veut dire que Cody va gagner les deux? Pour moi c'est impossible qu'il gagne les deux. Bref, après la déception de Mania 11 et la dinguerie de Mania 12, Mania 13 est déjà le dernier représentant de la New Era. Parce qu'une personne qui va ressortir grandie de ce show va totalement changer les codes. Et c'est Stone Cold Steve Austin. À cette époque, la WWF est en guerre avec la WCW. Et pour remporter cette guerre, la WWF décide de devenir beaucoup plus provocante. C'est Steve Austin qui sera le symbole de cette provocation. Notamment en réalisant le fantasme du public, frapper son boss. Il devient la plus grande star du monde. Et comme chaque héros a besoin d'un vilain, son vilain sera The Rock. À deux, ils vont diriger l'Attitude Era jusqu'en 2001. WrestleMania 16 est le seul WrestleMania avec une année dans son logo. Voilà, fun fact. Il faut aussi noter que la WWF devient la WWE à cause d'un procès causé par l'autre WWF, celle des animaux. En 2002-2003, on sent qu'on passe à une autre génération. Stone Cold se blesse, The Rock vise Hollywood et de nouvelles têtes arrivent. Je vous ai parlé du sacre de Mania 20 et je suis très mal placé pour parler de ça car je ne l'ai pas vécu. Enfin, c'est pas comme si j'avais vécu ce qui s'est passé avant, hein, mais je veux dire, comparé à des fois où on nous remontre massivement des images d'avant, du sacre de WrestleMania 20, on n'en montre pas beaucoup, simplement à cause de Chris Benoit. Et en plus de ça, là où Benoit et Eddie, ça me parle moins, c'est plutôt l'année suivante qui est pour moi le vrai renouveau, le vrai sacre de la nouvelle génération. WrestleMania 21 nous montre un John Cena remporter son tout premier championnat du monde, Batista qui fait de même dans le main event en battant Triple H. Sans oublier Randy Orton qui est le premier à mettre en avant une chose qui va être super importante pour WrestleMania, le fait que l'Undertaker n'y ait jamais perdu. La rivalité et le match sont incroyables, bref, pour moi, elle est là la vraie nouvelle génération. Je suis obligé de faire tout un petit chapitre sur l'Undertaker maintenant. En effet, il n'a jamais perdu à Mania et Orton lance le GOAT de Mania. Bon, pas à Mania 22, car Taker affronte Mark Henry dans un match pas trop ouf. Mais à partir de l'année suivante, Taker fait le meilleur match de la soirée face à Batista sur une carte pourtant très solide, rebelote l'année d'après face à Edge, il plie l'un des meilleurs matchs de l'histoire du catch face à Shawn Michaels lors de la 25e édition, et ils arrivent à faire aussi bien l'année suivante où la série d'invincibilité de Taker est en jeu face à la carrière de Michaels. En 2011 et 2012, Triple H veut venger son meilleur ami en vain, et en 2013, Taker bat le Best in the World, CM Punk. Bref, tous ces matchs que je viens de citer sont légitimement les meilleurs de leurs Mania respectifs. Tout ça nous amène au fameux WrestleMania 30 où Daniel Bryan termine le show. D'ailleurs, je n'aime pas trop parler de malheur, mais on parle souvent des success stories des années 0 à Mania. Mais tous ces success stories finissent mal. WrestleMania 10, on a Bret Hart qui est sacré champion, mais qui peu après se prend à la plus grosse baisse de l'histoire du catch et se barre de la WWE sans y revenir avant 13 ans. Owen, le frère de Bret, quant à lui, reste à la WWE et décède sur le ring. Pour WrestleMania 20, les deux sacrés sont Chris Benoit et Eddie Guerrero. Eddie qui mourra quelques mois plus tard et Chris Benoit qui assassinera les membres de sa famille avant de se donner la mort peu de temps après le décès d'Eddie. Bon,
Pour WrestleMania 30, c'est beaucoup moins dramatique, et heureusement, mais ça reste tout de même sérieux. Bryan se blesse et se retrouve dans l'incapacité de défendre ses titres. Il doit les rendre vacants, et sa carrière est mise en pause jusqu'à l'année prochaine, mais après quelques matchs, devra finalement prendre une retraite de 3 ans. Bref, je ne le souhaite vraiment pas, mais il y a toujours un malheur. Revenons à WrestleMania 30. Le plus gros événement, c'est que l'Undertaker perd face à Brock Lesnar. La WWE vient de faire l'impensable, 21-1. Elle vient de créer un monstre, une bête du nom de Brock Lesnar. Et beaucoup de gens remettent ce choix en question. Mais si elle a fait ça, c'est pour assurer l'avenir. Grâce à ça, Lesnar a été légitime pour affronter Cena et le détruire. Grâce à ça, des catcheurs comme Roman Reigns, Seth Rollins, Drew McIntyre ou encore Dean Ambrose sont devenus des stars et sont les plus gros noms de l'industrie de nos jours. En 2020, il y a le coronavirus. Et la WWE décide de faire quelque chose qu'elle n'a jamais fait. Elle décide de séparer WrestleMania en 2 nuits. Pour un peu contenter les fans qui ne peuvent pas bouger, la fête du catch sera sur tout le week-end. Cela permet d'avoir moins de personnes au même endroit et au même moment pour le Covid. Et par aspect financier, ils pourront avoir les marques auprès d'eux sur 2 nuits. Et c'est un système qui est resté en 2021, 2022, 2023 et cette année en 2024. Je ne sais pas si ça va rester pour les autres années, d'ailleurs ça fait débat. Certains sont contre, certains sont pour. Moi je suis pour. 2 nuits c'est beaucoup plus digeste qu'une seule. Ça permet d'avoir plus de matchs et donc de mettre en avant plus de gens. C'est nécessaire avec le roster actuel. Et d'ailleurs ça permet aussi à plus de fans d'assister à un WrestleMania et c'est plus rentable pour la WWE. Le seul point qui selon moi est discutable, c'est le fait que la WWE considère le dernier match de la nuit 1 comme main event. Je ne l'ai pas dit, mais de nos jours, ce n'est plus Vince McMahon au pouvoir de la WWE qui a été dégagé suite à des accusations graves. La WWE a fusionné avec l'UFC pour devenir TKO. Certaines personnes sont au pouvoir, mais ce qui compte pour nous, c'est celui qui est en charge du booking, donc de l'écriture. Et cette personne, c'est Triple H. Il fait un travail formidable. Depuis quelques années, la WWE fait des shows spéciaux dans d'autres pays. Des gros shows télévisés comme en Arabie Saoudite ou en Australie. Mais en 2023, elles sont encore plus ouvertes à l'international. Le Québec, Puerto Rico, l'Arabie Saoudite 2 fois, Londres. C'est pas moins de 5 fois que la WWE a fait de gros shows hors États-Unis. Et 2024 est sur la bonne voie pour écraser ce record avec un show en Australie, mais auquel vont s'ajouter la France, l'Angleterre, l'Écosse, le Canada, l'Allemagne, mais également très certainement l'Arabie Saoudite, et possiblement 2 fois aussi. On peut peut-être s'attendre à un WrestleMania en dehors des États-Unis, ce serait dingue. En même temps, c'est dans le nom de l'entreprise, c'est World Wrestling Entertainment, pas American Wrestling Entertainment. Et est-ce qu'on peut espérer un pay-per-view en Belgique ? Bon, la vérité c'est que non, mais allez, s'il vous plaît, quoi. Déjà, la WWE n'était plus revenue en Belgique depuis 2019. Là, elle revient faire un live event. Il va falloir sold out, les gars. Il va falloir faire du bruit et faire comprendre que même si la capacité de notre stade n'est que de 8000, on est capable de mettre l'ambiance et que nous aussi, on mérite un pay-per-view. Allez, s'il vous plaît, un petit Money in Bruxelles ou quoi? Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et à vous abonner. J'espère que d'ici la prochaine analyse, j'aurai de la lumière et j'aurai peut-être retrouvé mon décor. J'en ai marre de pourrir dans cette cave. En tout cas, je vous dis à la prochaine dans une autre analyse.